الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver chers amis téléspectateurs et téléspectatrices pour ce nouveau numéro de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News, votre soirée after ftour, saha ftourkom ou saha siamkom, Rabbi tqabbal Inch'Allah. C'est un nouveau numéro avec toujours mes chers amis sur le plateau Nariman Zhour Saadouni. Bonsoir Nariman. Bonsoir. Bonsoir Fatima, saha ftourek, saha ftourkom et saha ftour tous les téléspectateurs. Merci beaucoup Nariman, merci d'être parmi nous. On est nous. Au deuxième soir. Exactement. Oui. Et dernier numéro de la semaine. Et dernier, jusqu'à la semaine prochaine. Exactement, jusqu'à dimanche. Imen Merad est également parmi nous. Bonsoir Imen et Saha ftourek. Bonsoir Fatima, Saha ftourek et Saha ftour à tous nos téléspectateurs d'Al24 News. Merci beaucoup d'être parmi nous. Zaki Mihoubi, bonsoir Zaki. Bonsoir Fatima. Et Saha ftourek aussi. Saha ftourek, Saha ftourkom à vous tous et aux amis, bien sûr. Nos amis auditeurs de Al24 News. C'est la dernière de la semaine, donc j'espère que ce sera un moment de bonheur comme hier. Surtout avec votre beau chapeau, Zaki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faudrait que tu me le prêtes parce qu'il est assorti. Exactement. Tu me prêtes bien sûr à la fin de l'émission. Samar Hamadi est également parmi nous. Bonsoir Samar. Bonsoir Fatima, Saha ftourkom, Saha ftour tous nos téléspectateurs et j'espère que vous allez passer un excellent moment avec nous. J'en suis sûre, certainement. Et Abd Malek Belhaouchat. Bonsoir Abd Malek. Bonsoir. Aussi. Bonsoir Fatima, Saha ftourek et Saha ftour à tous nos chers téléspectateurs sur Al24 News et bonne émission. Et je suis très heureuse de vous retrouver les amis pour faire cette nouvelle émission en compagnie de nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, au menu ce soir, notre principal sujet est la musique andalouse, l'héritage musical andalou en Algérie, une diversité unique. Nous en débattrons bien entendu avec les invités, nos chers invités que vous allez découvrir tout à l'heure lors de la deuxième partie de l'émission. On revient également sur le long métrage algérien Frantz Fanon de Abd Nour Zahzah, primé au FESPACO au Burkina Faso. On ira ensemble au théâtre régional d'Oran qui organise dans quelques jours une soirée dédiée au maître dramaturge Abdelkader Alloula. Vous suivrez également la chronique de Imen Merad qui revient ce soir sur l'influence du marketing numérique sur le monde de la musique. On fera comme d'habitude le close-up et zoom ce soir sur le brick al-Annabi, le délicieux brick al-Annabi, et sur le ramadan dans le monde musulman et l'exemple ce soir du Nigeria. On reviendra également ce soir sur le genre musical al-Hawfi. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de le découvrir avec nous ce soir. C'est une expression poétique ancestrale de l'ouest algérien. Tout cela est le menu du numéro de Ramadan Prime sur Al24 News ce soir. Restez avec nous. Et comme je viens de vous l'annoncer, chers amis et chers téléspectateurs, nous allons revenir pour commencer sur le long métrage Frantz Fanon de Abd Nour Zahzah qui a été primé au FESPACO au Burkina Faso, et ça s'est passé lors de la clôture du 29e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. On va pouvoir regarder les images ensemble. Alors les amis, des commentaires sur le film de Abd Nour Zahzah qui a été primé. Imen Merad, bonsoir. Rebonsoir Fatima. Oui, c'est un film très poignant et je pense qu'il mérite vraiment ce prix. D'ailleurs, la preuve, il a été consacré et c'est une consolidation de la relation de l'Algérie avec l'Afrique, tout simplement. Exactement. Samar.
faut dire que ce film qui retrace la vie de Frantz Fanon dans 90 minutes, donc Frantz Fanon qui a joué un grand rôle dans l'anticolonialisme, dans la cause algérienne. Donc, Exactement. Oui. Je suis très heureuse de ce prix qu'il a eu. Donc c'est un rôle majeur qu'il a joué justement pendant la guerre de libération nationale. Il met en lumière donc les idées de Frantz Fanon, les positions face aux injustices commises durant la colonisation française. Donc voilà. Nariman. Alors je voudrais revenir, Fatima, sur... D'abord, je félicite Abdenour Zahzah. Et je voudrais revenir sur la personnalité de Frantz Fanon. Oui. Jusqu'au siècle dernier, l'écriture de l'histoire par l'envahisseur colonial se faisait à partir d'un regard plus en nous considérant comme un complément d'objet direct et eux comme sujet. Par contre, en ce qui concerne les personnalités, les grandes figures africaines, ils ont mis l'accent sur Césaire, ils ont mis l'accent sur Senghor, ils ont mis l'accent sur la négritude, qu'elle soit littéraire ou engagée autrement, c'est-à-dire engagée dans le monde de la poésie, comme je disais, la littérature. Par qui a aussi combattu la psychiatrie coloniale. Exactement. Alors, par contre... Frantz Fanon, ils n'en ont pas parlé beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est engagé corps et âme pour la cause de l'indépendance de l'Algérie, de notre pays. Donc il y a des noms qui sont sortis de l'ombre à partir du XXIe siècle. Par exemple, quand on va dans n'importe quel pays de notre continent, on parle de Césaire, tout le monde le connaît, de Senghor, tout le monde, toutes ces personnalités. Oui, par contre, Frantz Fanon, ils ne le connaissent pas très bien. Et je pense que ce FESPACO, cette édition du FESPACO, avec la présence du réalisateur Abdenour Zahzah, a permis à beaucoup de jeunes Africains de découvrir la personnalité de Frantz Fanon, Allah yarhamou. Zaki Mehoubi. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Je crois qu'elle a tout résumé, Nariman. Frantz Fanon, je crois qu'il c'était quelqu'un déjà de très en avance par rapport à son époque. Et c'est un peu tout à fait naturel à mes yeux que l'on parle actuellement comme si c'était du factuel, comme si c'était quelque chose de toujours vivant qui a marqué plusieurs générations. En fait, c'est un peu dans l'ordre des choses. Qu'on parle d'un immortel de la sorte, qu'on le porte dans une création artistique telle que c'est le cas du film de M. Zahzah. Et je suis très content que cela arrive au monsieur, à son œuvre. Et j'espère une projection, très vite, j'espère une projection pour tout le grand public. Et comme ça, on saura un peu mieux sur le personnage, parce qu'on n'en connaît jamais assez sur ces héros. On va rappeler également que le film a été projeté en Algérie. Est-ce qu'il y a un retour sur la pensée de Frantz Fanon anticolonial aujourd'hui, Abdelmalek Belhaouchet? Alors tout d'abord, Nariman, encore une fois, a tout résumé en parlant de Frantz Fanon. Il a été récompensé dans son continent, le continent de Ben Mehdi, de Patrice Lumumba, de tous ces héros panafricains qui ont combattu le colonialisme, qui ont combattu donc, l'agression colonialiste. Et en parlant justement de ce FESPACO, avant de revenir sur l'engagement de Frantz Fanon, alors il faut savoir qu'il y a eu 6 films algériens qui ont participé à ce FESPACO. Donc il y a eu le film d'Abdenour Zahzah, et il y a eu aussi le film, le long métrage qui était très attendu, L'effacement de Karim Moussaoui, Khamsinat de Assia Khmissi. Il y avait aussi le film Amaki de la réalisatrice algérienne Sidia Bousseba, et 2 films documentaires hors compétition de Mohamed Latrache, Boujma Karesh et La Maison du Cinéma, et le film Ahmed Zinat, Alger, Zinat Alger le Bonheur. Donc, et le prix a été c'est le film de Frantz Fanon qui a remporté le prix de la semaine de la critique du FESPACO. Et justement, il faut savoir que le FESPACO et l'Algérie ont une relation assez spéciale. Il y a eu 2 réalisateurs qui ont eu les talons d'or du FESPACO. C'est le Burkinabé. Voilà, donc là, pour cette édition, la 29e édition, c'était le Burkinabé qui a eu le réalisateur Katanga. du film La danse des scorpions, Katanga. C'est Daniel Kouyata. Oui.
Donc il y a eu les Talons d'Or, mais il y a eu des Algériens qui ont eu les Talons d'Or du FESPACO. Donc on peut citer Alouache pour son film Margat Latou en 79, et un autre réalisateur que j'ai oublié son nom, mais pour parler... Brahim Saki. Oui, je ne sais pas s'il a eu les Talons d'Or du FESPACO, mais c'est pour dire, encore une fois, cette participation des films algériens à un événement continental majeur. C'est le FESPACO quand même, c'est la rencontre, l'événement. C'est aussi une manière de rendre justice à Frantz Fanon, tout simplement. Et justement, non, mais avant de parler de Frantz Fanon, parce que je vais parler de Frantz Fanon, je voulais parler justement du FESPACO. Donc là, cette participation algérienne au FESPACO, donc 6 films encore une fois, ça démontre et ça confirme la vitalité du 7e art algérien dans le continent africain. Donc ça, c'était le FESPACO, la 29e édition du FESPACO. Abdelnour Zahzah et son film sur Frantz Fanon, il retrace ces 90 minutes d'histoire, il retrace l'histoire d'un homme qui a marqué la révolution algérienne, qui ne connaît pas Frantz Fanon. Donc c'est celui qui a fait beaucoup pour la psychiatrie, c'est quelqu'un qui a été engagé, et c'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup pour la révolution algérienne. Donc encore une fois, voir des films qui retracent l'histoire et les pas des gens et des personnalités qui ont marqué notre révolution, c'est toujours un plaisir. Et de les voir remporter des prix à l'international, c'est toujours un plaisir. Donc voilà, ça c'est... Qui était à l'époque coloniale directeur de l'hôpital Joinville à Blida. Exactement. Ça souligne aussi, comme j'allais dire, le rôle du cinéma dans la préservation de la mémoire historique et la promotion des luttes anticoloniales en Afrique, justement. Et le film raconte l'histoire de Frantz Fanon en 1956. À l'hôpital de Blida, et on félicite bien sûr encore une fois Abdelnour Zahzah de ce prix. On espère le recevoir avant la fin de Ramadan sur le plateau de Ramadan Prime sur Al24 News. Et retour à présent sur une nouvelle activité du théâtre régional d'Oran. Une soirée sera organisée le 10 de ce mois, le 10 mars, dédiée au maître dramaturge Abdelkader Alloula. Nous allons également pouvoir regarder des images, et ce 31 ans après sa disparition, Nariman. Abdelkader Alloula, c'est aussi un grand nom, bien entendu. C'est une grande figure de l'histoire du théâtre, et c'est aussi plein d'événements qui défilent dans notre histoire. Voilà, je ne pourrais pas dire plus que ça, parce que Abdelkader Alloula, ce sont nos souvenirs, ce sont les planches, et ce sont une flopée d'intellectuels qui s'appelle Abdelkader Alloula. Iman Merad. Je pense que je partage l'avis de Nariman. Abdelkader Alloula fait partie de la culture algérienne. C'est un monument du théâtre algérien, et lui rendre hommage pour son 31e anniversaire de son décès. Et franchement, c'est une initiative qui est vraiment... C'est une très bonne initiative, et nous attendons surtout de voir les images. J'espère qu'on les aura. Qu'on les aura, oui. Voilà. Ça sera organisé le 10 mars. Samar. Oui. Moi aussi, je partage l'avis de ce qu'a dit Iman. Donc, il est connu pour son engagement politique et culturel, et surtout l'utilisation plutôt du dialecte algérien. Donc, oui, je partage... Zaki. Zaki et le théâtre. Alloula est un pan de la culture algérienne moderne, et on ne peut pas parler de lui sans avoir le souvenir d'une époque où la culture avait vraiment sa place, en dépit de tout ce qui se passait autour. Les pièces de théâtre étaient ce moment privilégié de la semaine qui permettait aux Algériens d'aller souffler et aussi penser à la vie autrement, avec une certaine légèreté. Et donc... on ne pourra jamais oublier Abdelkader Alloula, et en tout cas moi récemment j'ai été à Oran, je suis allé voir une pièce de théâtre, il y avait pas mal d'activités là-bas, et j'ai pas pu m'empêcher de penser réellement et profondément à lui en ayant le sourire au coin, en disant Abdelkader, regarde, même si t'es pas là, tu peux toujours profiter de là où tu es, parce que ton travail n'a pas été vain finalement. On rappelle que c'est une victime du terrorisme en Algérie. En 1994. Exactement. Tout d'abord, c'est une figure majeure du théâtre algérien moderne, mais c'est aussi un shahid de la culture. Assassiné lâchement par des terroristes durant la décennie noire.
Abdelkader Alloula a défendu la culture comme outil de développement. Enfin, ça, il faut le savoir. En parlant de Alloula, j'ai en tête cette pièce de théâtre, Al-Khubza, le pain, je ne sais pas si Naliman l'a vu, Ouais. Al-Khubza. J'ai vu toute cette pièce. Voilà, donc moi, ce qui m'a marqué, c'est la pièce Al-Khubza. Donc c'est ça, c'est Abdelkader Alloula, c'est encore une fois l'engagement, et c'est une continuité. France Fanon, Abdelkader Alloula, tous ces gens ont tout fait, ont beaucoup fait pour l'Algérie. Merci infiniment. Oui, Iman. Abdelkader Alloula a écrit le scénario de Oh, combien je vous aime de Azdel Meddour. Donc c'est un film anticolonial. Il fait partie quand même de l'histoire de l'Algérie. Il a participé à l'écriture de l'histoire. Donc c'est la continuité. De la continuité, voilà. C'est la continuité, France Fanon, Abdelkader Alloula, tout ça, oui. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'ai évoqué cette flopée d'intellectuels qui s'appelle Abdelkader Alloula. Un clin d'œil bien entendu pour Abdelkader Alloula le 10 mars. Soyez au rendez-vous au théâtre régional d'Oran. Nous allons enchaîner tout de suite, mesdames et messieurs, avec la chronique de Imen Merad. Imen qui revient ce soir sur l'influence du marketing numérique sur le monde de la musique. Tout à fait, Fatima. Alors, la vente des albums sont en chute depuis quelques années, donc ça laisse place à une importante consommation typiquement digitale de la musique. Donc sur les plateformes de streaming, les maisons de disques ont été contraintes de carrément se réinventer, changer leurs modèles commerciaux, mais aussi leur stratégie marketing. Donc une révolution numérique qui a permis donc aux artistes de s'auto-promouvoir, on va dire, mais également d'avoir une meilleure proximité avec leur public. Donc, le manque de visibilité, rappelez-vous, des artistes dans les années 2000 a permis, avec l'avènement des réseaux sociaux, d'avoir cette possibilité d'interagir avec leur public qui sont appelés aujourd'hui fans. Hein. Maintenant, on dit public, on dit les fans sur les réseaux sociaux. Donc, c'était grâce à l'époque à MySpace. Donc, si vous vous souvenez, nous, à l'époque... Voilà, à l'époque, quand il y avait un nouvel album ou une nouvelle chanson, donc c'était le bouche à oreille. Maintenant, c'est en 2025, donc vous avez juste à forwarder sur les réseaux sociaux. On a un simple clic et l'information est diffusée. Donc aujourd'hui, sachant que 80% de la population est ultra connectée, les réseaux sociaux ont finalement permis de lancer plusieurs carrières sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ils ont permis de promouvoir les carrières des artistes déjà accomplis. Donc nous sommes d'accord, le marketing digital est un outil incontournable pour se faire connaître, mais aussi reconnaître. Donc, grâce à nos smartphones, nous consommons la musique à une vitesse vraiment drastique. Donc, vous avez YouTube, TikTok, Instagram ou même Spotify. Donc, ces plateformes numériques permettent d'agrandir un peu la communauté de l'artiste, de dorer sa notoriété et de tisser de nouveaux liens ou des liens déjà existants avec son public. Donc, les outils technologiques ne sont pas forcément, le petit bémol que je voudrais relever, c'est que ces outils technologiques ne sont pas forcément à la portée de tout le monde ou plutôt maîtrisés par tous. Je parle un peu de nos aînés qui peinent à se trouver une place dans cette nouvelle ère. Donc, et ça les pénalise un peu par rapport à la nouvelle génération. Donc c'est quand même un petit bémol par rapport à eux. On va dire que ils n'arrivent pas à suivre. Ils restent quand même sur le marché de la musique, mais la nouvelle génération quand même les dépasse pas parce qu'ils maîtrisent ces outils technologiques qui est de leur âge. Donc les cartes sont redistribuées. Le digital aujourd'hui, on va dire qu'il détient une place vraiment importante dans l'industrie de la musique, bon, à l'instar d'autres secteurs, hein, parce que le digital, on le retrouve un peu partout. Donc, s'auto-promouvoir permet aux artistes de gagner en notoriété artistique, toujours, mais également d'avoir une autonomie financière. Donc, ils n'ont plus besoin de passer par des maisons de disques, de dépenser de l'argent de production. Donc, s'ils maîtrisent les réseaux sociaux, ils arrivent quand même à s'auto-promouvoir à moindre coût, on va dire. Et les retours sont beaucoup plus avantageux que les médias classiques. Donc, les réseaux sociaux, au final, ont réellement révolutionné l'industrie musicale.
Donc au-delà d'une simple promotion, ils ont permis aux artistes on va dire, de contrôler carrément leur carrière. Donc ils savent maintenant quand communiquer avec leur public. Donc soit ils postent des stories, soit ils sont vraiment, il y a une interaction presque palpable avec leur public, donc fans. Ces réseaux sociaux donc jouent aujourd'hui un rôle stratégique aussi dans la découverte surtout de nouveaux talents qui ouvre une fenêtre aussi sur un nouveau flux monétaire, donc de revenus. Donc, d'un côté, les artistes qui sont déjà accomplis, donc ils sont là, ils rajoutent un peu de leur notoriété, mais il y en a découvert beaucoup d'artistes sur les réseaux sociaux, qui ont commencé par des petits lives, des petites stories, mais après qui ont fait leur chemin. Donc vraiment, le marketing digital est vraiment à sa place dans le monde de la musique. Oui, peut-être pour rebondir, et je pense que Nariman va être d'accord avec moi, c'est vrai que les réseaux sociaux délivrent ce qu'on appelle une certaine autonomie à ces interprètes et chanteurs, si on parle de la musique, mais à un moment donné, si par exemple ce chanteur arrive à récolter, vous dites fan, par exemple des millions, la fanbase qu'on appelle aujourd'hui la fanbase, si sa fanbase compte aujourd'hui, on va dire 5 millions, 10 millions, il sera obligé de contacter un producteur, un manager pour justement gérer. Il gagne du temps. Voilà. Il gagne du temps. Déjà, c'est une base de données, on va dire. Donc, contacter le producteur, c'est une deuxième étape. Mais déjà, pour contacter un producteur, il faut avoir des... Donc je ne pense pas que les réseaux sociaux vont, par exemple, effacer le métier de producteur ou de non, pas éditeur. Effacer, mais maintenant, c'est-à-dire que ça a changé. Ça a changé, c'est vrai que... Ça a changé et ça facilite beaucoup, surtout aux jeunes artistes, je pense que les réseaux sociaux, de se lancer. Oui. Déjà sur la scène musicale, pour le lancement, de se faire connaître. Et par la suite, les producteurs vont suivre, c'est normal. Mais au début, si on n'a pas de producteur, on ne peut pas passer par exemple à la radio, on ne peut pas passer à la télé. Maintenant, tout le monde a un smartphone, tout le monde a une caméra. Il suffit d'acheter un petit micro, il suffit de juste s'enregistrer et surtout d'interagir avec... Parce que le public, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande cette proximité et quand il se sent proche d'un artiste, il se sent quand même... C'est plus une famille. Maintenant, on peut appeler ça une famille. Donc ils organisent des concerts, donc ils font des teasers, des événements. Donc, on est vraiment au courant de ce que l'artiste compte faire et parfois, c'est des chansons qui sont même pas encore sur le marché, donc ils font des tests sur les réseaux pour voir si les accroche retours, ou pas. Voilà, les retours. Et en parlant de réseau, est-ce que Zeki aujourd'hui les artistes algériens se sont adaptés à l'ère du digital ? Est-ce qu'ils font comme le dit Imen, ils s'enregistrent pour lancer des vidéos sur les réseaux sociaux en lançant des stories, des reels ? Oui, mais tout le monde ne maîtrise pas. Non, tout le monde n'a pas encore accès à ces réseaux-là. Moi, je connais des artistes, ils sont tellement talentueux, franchement, c'est des claques artistiques, et qui n'ont même pas le moindre réseau sur leur téléphone. Et ça les intéresse même pas. On a beau leur dire, écoutez, allez sur TikTok, vous allez voir la notoriété, ça les intéresse pas. Parce que je pense que le débat est beaucoup plus profond qu'il ne donne l'impression. Maintenant, les réseaux sociaux, ils ont mis plus ou moins tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire on peut être ultra talentueux et ne pas réussir, et on peut avoir un brin de talent et faire... cartonner dans le monde. Je vais juste profiter d'informer nos chers téléspectateurs qu'en plus d'être journaliste, Zeki Mehoubi est artiste, il a une très belle voix. Est-ce que Zeki, aujourd'hui, les réseaux vous ont aidé à vous faire connaître ? En plus d'être journaliste, on parle de Zeki, l'artiste. Forcément, bien sûr. Les réseaux, moi je suis reconnu dans la rue grâce au live, grâce à TikTok, grâce à YouTube, grâce notamment aux collaborations avec Jam, en l'occurrence, sur Shabby Kingston. Les gens... Comment réagissent vos followers avec vous ? Franchement, c'est très éclectique en fait comme réaction. Tu peux tomber sur un petit ado qui connaît le Hajj Mohamed Lanqa mieux que toi, et tu peux tomber sur un gars plutôt d'un certain âge et qui est plutôt accroché par ton côté world music. C'est très paradoxal en fait.
et ça donne le sourire le plus souvent, en tout cas. C'est ça la magie des réseaux sociaux. C'est ça, je suis en train de parler de ça comme étant une bénédiction, hein. Attention, hein, je ne suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Au contraire, pour moi, c'est une opportunité. Je pense qu'on a tous cette chance d'en tirer profit. Moi, je t'envoie plein de cœur, moi. Nariman, vous êtes plutôt réseaux sociaux, ça vous arrive de découvrir des jeunes artistes sur les différentes plateformes? Alors moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cette histoire d'éthique. Est-ce qu'on peut parler d'éthique quand on parle de réseaux sociaux? Je parle de l'éthique des médias, parce que c'était notre rôle de promouvoir un artiste. Et aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux ont une éthique comme nous dans les médias? Ou est-ce que, c'est de la communication sauvage? Voilà. Très bien. Et ma question s'adresse à Iman. Vous savez, chacun a son métier. Le journaliste a son métier, les réseaux sociaux, justement, l'influenceur. Maintenant, on peut constater que tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Donc l'influenceur qui devient comédien, le comédien qui devient influenceur, le chanteur qui devient... C'est-à-dire, les réseaux sociaux, justement, ont donné cette possibilité à une personne lambda si vous voulez, de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, moi, je prends mon smartphone, j'ouvre un live, je peux atteindre, je ne sais pas combien de nombre de vues. Et parfois, ça prend. Parfois, quand on a du talent, en fait, c'est ça, c'est la découverte de talent. Il y a des personnes qui ont du talent et qui, justement, grâce aux réseaux sociaux, se sont fait connaître. Après, il y en a qui n'en ont pas et qui se sont fait connaître quand même. Donc, très bien, ça reste mitigé. Merci infiniment, Iman Merad. Merci à vous, chers amis. C'était la première partie du talk show Ramadan Prime sur Al24 News. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue encore une fois, chers amis téléspectateurs, à cette deuxième partie de Ramadan Prime sur Al24 News. J'espère que vous êtes en train de passer une belle soirée after tour. Comme encore une fois, restez avec nous et lors de la deuxième partie, comme le veut la tradition, comme à l'accoutumée, on accueille nos chers invités. Alors, une grande voix de musique, de la musique andalouse est présente parmi nous ce soir. Il s'agit de Farid Khoudia. Bonsoir, Farid Khoudia. قبل العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير. Déjà, oui, bien sûr, il faudra y penser. Hein. Le temps passe très vite. Ça aide que. Bien sûr. Je ne crois pas si bien dire à Nariman. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. كل عام وانت بخير ان شاء الله. Farid Khoudia, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci de m'accueillir. Marhaba bik. Nous accueillons également Madame Bahda Triki. Vous êtes la présidente de l'association As-Sundoussia. Bonsoir Madame, مرحبا بك وصحة رمضانك. يسلمك. بونسوار تو الموند. صحة رمضانكم. تصوموا بالصحة والهنا كم مسلمين في العالم إن شاء الله. Inch'Allah ya Rabbi. Et nous accueillons également, il est entre Samar et Iman, il s'agit de Sofiane Bouchafa. Vous êtes membre président de la commission pédagogique au niveau de l'association As-Sundoussia. Bonsoir Sofiane, مرحبا بك صحة رمضانك. بك وهلا يسلمك. بونسوار تو الموند. نقول رمضانكم بالصحة والهنا. كما قال فريد العقوبة العام الجاي إن شاء الله. Inch'Allah ya Rabbi. Et en vous accueillant, nous vous invitons à suivre avec nous la chronique Close Up tout de suite. Et avec le close-up, mes chers amis, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez le brick l'annabi, Farid? Est-ce que vous aimez le brick l'annabi? Entre autres, oui. Entre autres, par exemple? Entre Bourek. Bourek, oui. Et l'annabi aussi. Et pendant Ramadan, vous êtes plutôt brick ou Bourek? Plutôt Bourek. Mais pourquoi pas un petit brick de temps en temps avec un petit œuf comme ça qui coule à la coque, comme ça, super bon. Madame Triki? C'est pas mon truc, les briques. D'accord, vous êtes plutôt Bourek. Et pour non, parce que c'est gras, c'est trop gras. Oui. C'est tout. Sinon, c'est... j'ai goûté au brick al-nabi, c'est très... C'est excellent. Bon. Excellent. Et je vous invite à suivre ce reportage sur le brick al-nabi. Il est signé Fella Hellaili.
Le brick anabi est typique des repas ramadanesques. Cette spécialité est très populaire dans la ville d'Annaba, dans le nord-est algérien. Accompagnant la traditionnelle soupe djari, le brick est essentiellement préparé avec du fromage, des olives, de la purée de pommes de terre, tout est enroulé dans des feuilles de djoul. Ici, c'est la capitale du bourek durant le ramadan. Pas d'assiette du ftour sans bourek. Avec le jari et le deuxième plat et la salade. Et le bourek doit être présent sur la table, bien sûr. Le bourek annabi est facile. Pommes de terre, fromage, viande, œufs, pas plus. Au cœur de la ville côtière se multiplient les commerces de préparation des briques, mais tous n'ont pas la même réputation. Pour un des cuistots, chez Ammar, le brick Anabi est un label dont la réputation est établie à travers le pays. Il y a une grande demande sur le brick annabi, que ce soit en plein ramadan ou même tous les mois de l'année. Un incontournable de la gastronomie locale attirant l'attention des visiteurs en quête d'authenticité culinaire. En particulier les visiteurs des environs. Ils viennent de Soukahras, de Constantine, de Sétif, d'El Olma, un grand afflux vers Annaba. De tous les plats traditionnels à Annaba, c'est bien le brick qui reste indétrônable dans tous les menus des restaurants et des fast-foods annabi. Merci beaucoup à Fillah Helaili pour ce reportage sur le brick, le délicieux et l'incontournable brick Annabi. Alors une question peut-être pour les hommes. Zaki, je vais commencer par vous. Est-ce que ça vous arrive de faire le brick Fdar à la maison? Moi je le fais pas, je ne le fais pas, mais ma femme elle le fait super bien. Grâce notamment à Mohamed Miyassi, mon ami, l'artiste l'Annabi. Moi j'ai découvert ça grâce à lui. À Alger ou à Annaba? Non, à Paris, mais c'est Annabi. Mais il fait des briques, mais franchement, he breaks my heart. Vraiment, mais je suis désolé, il était trop facile ce jeu de mots. Pourri, je suis d'accord avec ça, mais c'est trop bon. Par contre, il vous a brisé le cœur avec le brika qu'il vous a préparé. Par contre, juste pour reprendre madame tout à l'heure, elle a comparé le brick avec le bourak. Je pense que c'est pas comparable. Le bourak, c'est un accompagnement. Le brick, je crois, il se suffit à lui-même. En fait, c'est un plat de résistance. Exactement. Avec une petite salade. Je salue ma femme Racha. Généralement. On la salue, oui. Bah oui. Brika, une petite salade. C'est vrai, c'est vrai. La limonade à lui seul, il fait un repas complet. C'est bon. Très riche. Pendant 3 jours, un plat. L'amjay. Oui, l'amjay. Farid Khouja. Ah oui, non. Comment est votre histoire avec la cuisine? Ben, écoutez, pendant le ramadan. Hein. Pendant le ramadan, moi, ma femme n'aime pas que je rôde dans la cuisine. La chance. Donc, oui, ben écoute, la chance, oui, mais bon, ben, je fais les emplettes comme tout bon mari. Donc, et c'est elle qui choisit le menu. Bon, parfois, j'essaie de l'influencer un petit peu, de proposer quelques plats. Mais je n'ai pas le droit de rôder dans la cuisine. Voilà, donc, si vous n'avez pas le droit de rôder dans la cuisine, ça veut dire que vous ne réussissez rien avec elle. Vous ne l'aidez pas. Je l'aide, je mets la table, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'elle vous a testé en cuisinant quelque chose? Mais je ne sais pas cuisiner à part faire bouillir des œufs. Voilà, et c'est compliqué. Et parfois, la maison, la cuisine devient une véritable discothèque. Donc j'oublie les œufs. Oui. Et puis j'ai du mal à voir dans la cuisine. Et quand elle prépare le bourek, donc je n'en fais plus maintenant. Donc quand elle prépare le bourek, est-ce que elle vous laisse les rouler? Elle me laisse les rouler? Non, pas du tout. Non. Rien, je me contente de voir, d'apprécier. Mais bon, mais je sais, mais je lui fais confiance, hein, Fatima. Oui, je lui fais confiance. Bien sûr. Voilà. Et pour Sofiane? Oui. Pour moi, Sofiane et la cuisine pendant le ramadan. Oh là. Elle me chasse toujours de la cuisine. Elle me dit sors dehors. Vous savez, bon, entre parenthèses, le bourek, moi j'aime bien le cuire. D'accord, très bien. Ah, c'est déjà ça. Et non pas le rouler, parce que bon, le rouler, elle ne me laisse pas.
Bon, écoute, Donc vous faites tout à part l'étape dernière. Écoute, bon, la forme que tu fais, c'est un petit peu exagéré. Alors, laisse-moi le rouler. Elle vous prépare tout. Elle me prépare tout. Et puis, je fais la cuisson. Parce que je l'aime vraiment très doré, là. Je n'aime pas blanc et je n'aime pas aussi grillé. Donc, croustillant. Vous croustillant. faites au four ou bien Non, dans sur une poêle. D'accord. Non, sur une poêle. D'accord. Et Madame Bahja Triki, pourquoi vous avez dit tout à l'heure que le brick, l'anabi n'était pas votre truc? Parce que vous ne le réussissez pas ou bien... Pas du tout, je le réussis très bien. D'accord. Mais je le faisais régulièrement tous les ramadans pour les enfants qui adoraient ça. Et pourquoi ça a changé? Je ne le fais plus parce que à mon âge, je dois faire attention. D'accord. Le cholestérol, le gras, c'est tout. Et vous ne voulez pas le faire pour les autres? Et le bourek, je le fais carrément dans le four pour essayer d'éviter, pour vivre un peu mieux, quoi. C'est tout. C'est pas parce que je n'aime pas. Très bien. Voilà. Et en ce qui concerne mon ami Abdelmalek? Alors moi je suis quelqu'un de très facile, moi. C'est brick, bourek, mais il faut savoir que le brick, moi ça me parle beaucoup. Je suis de l'Est. Brick l'anabi, moi ça me parle beaucoup. Vous êtes d'où exactement de l'Est? Je suis de Batna. D'accord. Batna, les Aurès, capitale des Aurès. Donc à Batna, on mange les briques avec les œufs, la purée de pommes de terre, et puis des fois on fait les briques avec du thon, de la viande hachée. Et en plus, l'avantage c'est que on parle des briques, les briques sont présents dans l'Est algérien, mais on peut retrouver les briques aussi en Tunisie. Bien sûr. En Libye. Et c'est encore une fois, ça rappelle encore une fois la connectivité de ces peuples, donc le peuple algérien, le peuple tunisien, le peuple libyen. Et est-ce que le brick de Batna est différent de le brick de Annaba? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Je ne sais pas s'il y a un brick typiquement batnéen, mais non, je ne pense pas. Mais le brick, si vous voulez, ou bien la brique, je ne sais pas ce qu'on dit, brique ou une brique. Moi je dis le brick. La brique, c'est la brique, voilà. Le brick l'Annabi. Le brick l'Annabi. Voilà, le brick. Donc on dit brica, brique, donc je pense que c'est la recette, c'est presque la même. Il y en a qui font les briques avec de la pomme de terre, de la viande hachée, ceux qui font les briques avec du thon et de la sardine, enfin ce qu'on appelle les... Chacun ses préférences. Les capres, voilà, les capres aussi, oui, c'est des briques très salées. Et Iman, on vous a pas trop entendu parler des briques. Alors moi je suis pas du tout brique, effectivement, pour moi, c'est trop gras. D'accord. C'est trop consistant. Vous êtes comme Madame Triki. Oui, c'est trop consistant. Et nous, à la maison, on fait les boureks. D'accord. Donc, c'est très traditionnel, très carré. Donc, c'est les boureks. Voilà, pas de briques à la maison. Et Samar, pour finir, avec le sujet de briques. J'adore le brick. C'est un plat qui se suffit par lui-même carrément. Donc, on le mange, on est déjà rassasié. Mais je préfère le bourek. Très bien. Et nous allons à présent voir comment se célèbre le mois béni de Ramadan dans le monde musulman et l'exemple ce soir avec le Nigeria. Samedi, à Jos, comme partout au Nigeria, les musulmans ont entamé le mois sacré du Ramadan. Ils se sont unis dans une prière collective, mettant de côté leurs préoccupations mondaines pour se consacrer pleinement à leur foi. Ce moment est l'occasion pour eux de se rapprocher de Dieu dans un climat de paix et de dévotion. Il n'y a que le Ramadan que l'on fait pour Dieu. Tout le reste, on le fait pour soi. Mais le Ramadan, c'est pour Allah. Il faut le prendre à cœur. C'est donc très important. Le Ramadan à Jos est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est un moment de renouveau spirituel, de solidarité et d'unité. Dans cette ville, les croyants cherchent à se rapprocher de Dieu tout en renforçant les liens qui les unissent. Malgré cette ferveur religieuse, certains aspects du Ramadan peuvent être teintés de préoccupations économiques, comme l'augmentation des prix des produits de consommation qui soulèvent des inquiétudes parmi la population. Les commerçants profitent de cette période pour augmenter les prix de leurs produits, alors que c'est censé être une période où l'on fait le bien et où l'on est récompensé. Ce que vous achetez avant le jeûne 50 naira, vous l'obtenez à 100 naira au début du jeûne. Au-delà de sa dimension religieuse, ce mois sacré est également un moment où la paix joue un rôle central. Jos, un endroit historiquement marqué par des tensions, devient un vecteur de réconciliation et d'unité. Ici, dans la capitale de l'État de Plateau, au centre du Nigeria comme dans de nombreuses autres régions du pays, la paix
est un élément essentiel pour que les célébrations du Ramadan se déroulent dans une atmosphère de sérénité et d'unité. Peace is the key for everything. La paix est la clé de tout. Avec la paix, vous pouvez sortir et faire vos affaires et revenir à la maison en toute sécurité. Mais s'il n'y a pas de paix, vous ne pouvez pas sortir. Alors si Dieu le veut, à Jos, nous vivrons maintenant dans la paix et l'harmonie. Absorbé par la lecture du Coran, cet homme reflète à travers son acte l'essence même de ce mois sacré, dévotion, calme et quête spirituelle. C'est dans ce silence empreint de foi que le Ramadan révèle toute sa beauté. Un reportage signé Maria Chouir, l'exemple du Nigeria ce soir dans Ramadan Prime sur Al 24 News. Alors, Madame Triki, on a vu quelqu'un porter une très longue sabha et à Tlemcen vous l'appelez l'Elfiya, c'est ça? Parce qu'il y a 1000 boules. D'accord. Et c'est pour les soirées, les tsbaou chez nous, là quand on demande quelque chose à Dieu, on les touche une par une et ça marche. Au bout de 1000, d'être exaucé. C'est ça, exactement. Mais non, en fait, il y a Tsbiha 33, Tahmida 33. Non, en général, c'est 100. Ça fait 33 fois 90. 33 et le truc en plus. Et ça fait 100. un paquet Mais de 10. Elfiya, il y a 1000 boules. Donc là, c'est à côté. Normalement, on la mettait dans une petite corbeille et on y allait, on talborbait. Et tout ça, alhamdoulilah. En fait, c'est la même boucle qu'on fait Bissibha 10 fois. Elle est 10 fois. Oui, 10 fois. Mais on retrouve c'est les mêmes pratiques en Afrique de l'Ouest. Oui, parce dans toute l'Algérie, c'est un petit peu. Non, mais pas toute l'Algérie, parce qu'il s'agit du Nigeria, c'est l'Afrique de l'Ouest. Donc on retrouve ces mêmes pratiques parce qu'il faut savoir que l'islam de l'Afrique du Nord, c'est pratiquement le même islam en Afrique de l'Ouest. Oui, à peu près, oui. Donc, et le Nigeria, moi j'étais à Lagos, la capitale économique du Nigeria. J'ai vu pas mal de mosquées là-bas. Et la plus grande mosquée de Lagos, c'est la mosquée centrale à Lagos Island. C'est des îles, hein. Lagos, Victoria Island, Lekki. Et le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé en Afrique, car il compte plus de 200 millions d'habitants. Et Lagos, hein, la capitale économique, parce que la capitale aujourd'hui c'est Abuja. La capitale économique, c'était l'ancienne capitale Lagos, aujourd'hui devenue capitale économique. C'est la ville la plus peuplée en Afrique et qui compte près de 20 millions d'habitants. Alors, la communauté musulmane au Nigeria, bon, elle est beaucoup plus, elle se concentre beaucoup plus au nord. La ville la plus connue au nord, qui est une ville qui rassemble beaucoup de musulmans là-bas, c'est Kano. C'est la ville de Kano, où on parle pratiquement arabe. Hein. On peut parler arabe à la rue, oui. Oui, à Lagos, c'est, on va dire, 58% des habitants de Lagos sont des musulmans. Donc on retrouve beaucoup de mosquées, et il y a ce qu'on appelle le vivre ensemble, beaucoup d'églises. Et les gens de Lagos, c'est des gens très sympas, très accueillants, très chaleureux. Est-ce qu'on ressent le lien soufi? Oui. Il y a beaucoup de soufistes. C'est vrai. Donc, encore une fois, c'est le lien et la connectivité entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et là, on a parlé de l'exemple du Nigeria. On peut parler également avec vous du Sénégal, Nariman Salsabouni. Vous avez vécu au Sénégal. Est-ce qu'on peut parler de Ramadan au Sénégal? Il y a une forte communauté musulmane là-bas. Il y a une très très forte communauté musulmane au Sénégal. Presque toute la population, il y a à peu près 30% de chrétiens et tout le reste, c'est une population musulmane. Nous, ce qu'on appelle Aden, la rupture du jeûne, eux, ils appellent ça le Ndogu. Le Ndogu. Le Ndogu, pour eux, c'est l'équivalent comme s'ils se réveillaient à 7 heures du matin. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont consommer un café au lait avec du pain beurré. C'est comme ça, كما يقول لك يقطعوا الصيام تاعهم. Comme l'Aïd là-bas, ils appellent ça la tabaski. Tabaski et korité pour l'Aïd. Pour l'Aïd al-Adha, voilà, le Aïd où c'est l'Aïd al-Adha, la tabaski. L'Aïd al-Adha, c'est tabaski. C'est tabaski et korité. L'Aïd Srel, c'est korité. Korité. C'est la korité. Donc, si on doit évoquer l'islam en Afrique noire, il est un peu différent de celui qu'on pratique au nord, c'est-à-dire dans le Maghreb.
C'est pour ça qu'on appelle ça l'islam noir. Il est empreint de certaines pratiques animistes aussi, parce qu'à l'origine, ils étaient animistes avant l'invasion, la conquête musulmane, avant leur conversion plutôt, je me corrige. Et avant aussi l'invasion coloniale aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup modifié justement. Pire encore, l'invasion coloniale a découpé l'Afrique. Vous avez bien parlé de 30% de chrétiens. Oui, ils ont été justement convertis au christianisme par l'invasion coloniale, par le colonisateur. Donc c'est juste après la conférence de Berlin du 19e siècle qui a découpé le gâteau. Quand on voit la Gambie s'enclaver carrément dans le Sénégal, on a l'impression qu'ils étaient un peu, entre guillemets, shootés à ce moment-là, au moment de découper le continent. Et ils ont séparé des familles. On retrouve les Traorés un peu partout, alors qu'ils faisaient partie d'un grand empire. Il y avait des royaumes, il y avait des empires, et l'Afrique a été morcelée. Voilà, elle a été morcelée, découpée, détruite, complètement dénaturée, au point où même la personnalité de l'Africain. Mais heureusement que l'islam, par exemple, quand on parle du Sénégal, on parle de Touba, on parle de Amadou Bamba, on parle de la Tidjaniya. Heureusement que l'islam s'est opposé à cette colonisation et a perpétué justement les traditions musulmanes, mais toujours avec quelques empreintes de l'animisme. Par exemple, au Sénégal, quelqu'un qui a mal à la tête, avant d'aller chez le médecin, il ira chez son marabout. D'accord. Il se fait voler quelque chose, il ira chez son marabout. C'est une tradition qu'il faut respecter. C'est une culture et chacun sa culture. Merci infiniment, Nariman. Merci les amis. Et on revient à présent à notre sujet principal qui est la musique andalouse, l'héritage musical andalou en Algérie, une diversité unique. Alors, Madame Triki, vous êtes la présidente de l'association Sundoussia. Quel rôle jouent aujourd'hui les associations pour préserver cet héritage? On essaie de préserver justement cet héritage ancestral. C'est une école, l'association Sundoussia, c'est une école. On a des enfants à partir de 7 ans et qui accrochent bien du reste. Et j'espère que ça va continuer. On forme les un peu plus âgés, la classe moyenne, la supérieure. Et Sofiane, qui est président de la commission pédagogique, va parler peut-être de ça mieux que moi. Vous avez combien d'élèves à Sundoussia aujourd'hui, Sofiane? Il y a une quarantaine d'élèves. Il y a une quarantaine d'élèves à peu près. Et une quarantaine d'élèves distribués. De quel âge à quel âge? Distribués sur trois classes. Trois classes. Alors, il y a des... Non, à partir de quel âge? 7 ans. À partir de quel âge? À partir de la scolarité. Bon, les inscriptions se font à partir de la scolarité, donc c'est à partir de 6-7 ans. Là où le petit garçon réussit à déchiffrer un peu les notes. Le solfège, voilà. Oui. Il sache lire le solfège. Il sache lire un peu les petites notes, les notes primaires. Et puis s'exercer petit à petit à jouer de l'instrument en manipulant d'une manière timide, suivant le doigté qu'il a. Hein. Et bon, il se perfectionne suivant, chacun selon ses capacités, et chacun selon ses désirs et ses volontés. Bien sûr. Parce qu'il y a des élèves qui quand plus même... doués que d'autres, c'est vrai. Ils sont plus doués que les autres. Mais moi, je n'aime pas le mot doué. Je préfère qu'un élève apprenne à jouer de l'instrument petit à petit. Il va par étapes, comme ça, il va passer par toutes les étapes nécessaires pour l'apprentissage de son instrument. À ce moment-là, arrivé à un certain stade, personne ne peut le contrarier. Mais quand on est doué, Sofiane, on apprend un peu plus vite. Quand on est doué. Pardon ? Quand on est doué, on peut apprendre un peu plus vite que les autres. Oui, mais écoutez, parfois la vitesse, parfois la vitesse ne rend pas service. Oui, on brûle des étapes. On brûle les étapes, voilà, exactement. Donc c'est pour ça que moi je préfère, c'est une opinion personnelle, bon, ça n'engage que moi, je préfère que l'élève aille pas à pas. Oui.
C'est normal. Et comme ça, il apprendra pour acquérir plus d'informations, plus de académique, l'apprentissage d'un instrument, la lecture, le décryptage d'une partition. Non. Mais ensuite, pour le répertoire, quand on parle de Sandoucia, on parle de musique andalouse. Pardon. Ouais. J'essaie de corriger une petite information. Ouais. On parle de solfège sur une musique, sur la musique généralement. D'accord. Mais en ce qui concerne la musique andalouse, on n'est pas arrivé à ce stade. Non, je n'ai pas. Parce que c'est une musique. Non, j'ai pas dit qu'il y a une lecture. J'ai dit il y a un décryptage d'une partition quelconque, c'est-à-dire dans l'apprentissage académique. Oui. Ça peut ne pas être une partition andalouse puisqu'il n'en existe presque pas. Il n'existe pas. Voilà. Exactement. Mais ensuite, quand on parle de Sandoucia, on parle d'un patrimoine. Exactement. N'est-ce pas? Le patrimoine andalou. Comment vous introduisez justement l'apprentissage sur la base d'une partition, donc la maîtrise d'un instrument de musique, ensuite le passage vers un apprentissage oral de la transmission ancestrale? Justement, j'essaie, pour ne pas vous interrompre, l'apprentissage de la musique andalouse, d'une manière générale, se fait par la transmission orale. Il se fait de bouche à oreille. On chante un morceau, d'abord, je leur ai toujours dit, qu'il faut commencer à chanter d'abord les morceaux. Donc c'est la voix. Et la voix. Pourquoi? Parce que l'essentiel dans la musique andalouse, c'est les poésies. Ensuite vient la musique. Donc le texte. Il ne faut pas mélanger les choses et il ne faut pas précipiter les choses. On commence d'abord par la poésie. Tu me corriges si je tombe? Non, je te suis. D'accord. Alors, on commence d'abord par la poésie, c'est-à-dire les différentes pièces et les différents textes. On essaye par tous les moyens d'expliquer aux élèves, bon, parfois, parce que c'est des textes qui sont différents. Parfois, il est écrit c'est-à-dire en langue arabe littéraire, carrément. Et parfois, c'est des textes qui sont mélangés entre l'arabe littéraire et le dialecte andalo-espagnol. Parce que à l'époque de l'Andalousie, il y avait un dialecte mélangé entre l'espagnol et l'arabe. Il y avait quelques mots qui sont, bon, on les dit. Un exemple, par exemple. Un exemple par exemple, on dit. نشوفوا واحد اللي يتكبر بزاف نقول له بركه ما تفنطز عليا. Alors le mot fantasia justement, c'est pas de l'arabe, et ce n'est pas, c'est pas du français, c'est un mélange, entre l'andalo et l'arabe. Donc on trouve ces mots, par exemple, dans les poésies justement. Alors on essaie d'expliquer c'est-à-dire selon les informations qu'on a. Ensuite, on commence à chanter les morceaux petit à petit et on essaye d'inculquer à ses élèves l'amour de ce patrimoine. Parce que il ne faut pas oublier que c'est un art. Bon, c'est un art. Donc, faire apprendre à un élève d'une manière sévère, et d'une manière autoritaire, non, ça ne rend pas service ni à l'art, ni à l'élève. Très bien. Les inscriptions, excusez-moi. Oui. Comment se font les inscriptions? Comment vous ressentez les choses? Est-ce que c'est des enfants c'est-à-dire ils aiment la musique, ou est-ce qu'ils ont des parents artistes? Parce que vous avez plusieurs. Ou est-ce que c'est des parents qui voudraient que leurs enfants soient artistes? Il y a de tout. Il y a des cas, c'est des cas. En fait, quand c'est des parents qui imposent, les parents viennent avec leur enfant pour les inscrire. Un élève, avant de il regarde la classe, il regarde les autres élèves. Et très souvent, l'enfant dit à ses parents, non, je ne vais pas faire de musique. Voilà. Très bien. Mais des fois, c'est les enfants qui veulent venir faire de la musique, mais on les laisse assister aux cours pour voir. Et on a un petit garçon de 7 ans qui fait du piano depuis 3 mois. Franchement, il se débrouille très bien. Il est rentré du Canada. Ses parents sont rentrés cette année. Il accroche, il est heureux, il passe son après-midi, le samedi pratiquement toute la journée avec nous. Et il apprend très vite. Oui. On a une autre petite fille qui ne connaît pas encore les notes, mais elle regarde le professeur, elle le voit jouer.
Et elle répète sur son instrument. Donc je ne sais pas, ça dépend des cas. Et elle apprend très vite à la. Et la première association que vous avez faite, Farid Khoudia, vraiment. Moi, j'ai appris mes premières gammes musicales à l'association musicale Nejma. C'est là où j'ai eu la chance donc de me frotter au ténor de cette musique arabe-andalouse, donc dont Mohamed Tobel. Mais moi, je suis quand même issu d'une famille qui a une prédilection pour cet art, parce que mon oncle Mohamed Khoja Didzeri était déjà joueur de rbeb et également chef d'orchestre de la doyenne des associations de Blida, qui a été fondée en 1933. Voilà, donc c'est là. Bon, j'ai appris mes premières gammes musicales dans une association, mais j'étais déjà imbibé de musique andalouse parce que au sein de la famille. Au sein de la famille, et comme toute famille blidéenne, donc la musique est présente dans les familles. Et donc même si on ne joue pas d'instrument, on chantonne, on fredonne, et donc c'est tout à fait naturellement que beaucoup de blidéens, de jeunes blidéens, étaient allés vers ces associations. Donc il n'y a pas que l'association Nejma, il y a d'autres associations. Sûr, il y en a plusieurs. Voilà, mais les plus anciens sont Nejma, lui de Dia, et El Fennoul Adab, voilà, lui de Dia, la doyenne. Et qui ont été vos premiers maîtres, Farid Khoudia? C'est la première. C'est la première, mais elle a arrêté, mais elle n'a repris que dernièrement. Mais la création, elle commençait. Voilà, exactement. Donc, voilà, donc on apprend en se frottant au maître, bien entendu. Et qui ont été vos premiers maîtres, justement, Farid Khoudia? Mais j'ai eu mes maîtres étaient pléthores, en fait. Il y avait Mohamed Tobel, il y avait Mustafa Ben Goura, Allah yarhamou, il y avait Ami Ali Metidji, Allah yarhamou, il y a eu Nordin Saoudi, Allah yarhamou. Bon, je l'ai connu lorsqu'on préparait les expos universels, et il y a eu Mohamed Khazinadji que j'ai eu, Farid Oujdi que j'ai eu. Bon, voilà, donc pour ne citer que cela, donc alors, forcément... on va continuer le débat juste après la publicité. On revient dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bienvenue encore une fois parmi nous, chers amis téléspectateurs. C'est la troisième partie de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News. J'espère que vous êtes en train de passer d'excellents moments en notre compagnie. Une belle soirée après l'Iftour avec nos chers invités qui sont parmi nous. Alors, Farid Khoudia, vous venez de sortir un album. C'est un nouvel album et on va écouter en exclusivité un petit morceau de cet album. D'accord? On revient juste après ça. L'album Farid s'appelle ou s'intitule Ivresse andalouse. Et qu'est-ce qu'on vient d'écouter alors? Eh ben, écoutez, on vient d'écouter un morceau, enfin emprunté de cet opus en fait qui regroupe
des morceaux empruntés aux 3 écoles andalouses, donc l'école Sanaa, l'école Gharnat de Tlemcen et l'école Melou de Constantine. Voilà, donc on a essayé de revisiter les morceaux donc empruntés de ces deux écoles et on les a revisités à la sauce Sanaa. Comme quoi, toutes les écoles, il y a une seule école, on se partage les mêmes textes, on se partage les mêmes modes, donc il y a quelques couleurs qui font un petit peu la différence, mais bon, mais justement, ivresse andalouse qui prête justement à toutes les ivresses, donc à toutes les entorses, mais sans pour autant altérer l'âme de la musique classique algérienne. Mais je voudrais, si vous permettez, rebondir sur ce que disait Sofiane tout à l'heure. Donc Blida, bon, revenir à Blida, c'est bien entendu, comme dirait l'arabe, masqat wal asi. Donc Blida est un point de chute donc de famille andalouse, donc chassée par l'Inquisition espagnole, donc qui s'y sont installés, ont apporté avec eux non seulement leur savoir leur savoir musical, leur savoir-être, leur culture, leur patrimoine, donc enrichi au fil des lifestyle, enrichi au cours des siècles, mais on a quelques spécificités qui nous différencient un petit peu. Pourtant, on n'est pas très loin d'Alger, mais on a nos propres particularismes langagiers et qui sont hérités justement de ce patrimoine andalou. Donc, le fait d'utiliser des diminutifs est andalou parce que les Andalous, et y compris aujourd'hui les Espagnols, utilisent beaucoup les diminutifs, c'est un héritage andalou, et aussi quelques vocables, quelques expressions empruntées à l'espagnol. Il faudra juste, oui. Il y a une chanson espagnole dans cet album. Il y a tout à fait dans cet album. Bon, moi je ne peux pas toucher à la nouba, donc on reste quand même très attaché donc à l'originalité, donc à l'authenticité donc de la nouba, et j'ai fait une petite entorse comme j'ai l'habitude de faire. J'ai exhumé donc avec le truchement de mes musiciens donc un morceau emprunté donc au patrimoine du cancionero espagnol du XVe siècle, écrit dans le mode zajel mais en langue espagnole, donc de l'époque où un chevalier chrétien s'éprend éperdument d'une morisque du nom de Aïcha, qui a également 2 sœurs et dont le papa, Suleiman, qui était le capitaine donc, de l'actuelle Santa Catalina, qui est la forteresse. Et donc, l'amour est roi, comme on dit. Donc, il a fallu se battre pour que le papa puisse enfin accepter, parce qu'elle était déjà promise à quelqu'un à Grenade, donc c'était pas facile pour le papa de pouvoir négocier ces deux-là, et donc finalement il a donné la main à sa fille, elle a fini par accepter, et voilà, donc c'est toute une leçon d'amour, comme quoi l'amour est universel, il n'a pas de religion. Et voilà. Et donc je disais que bon, sur le plan langagier, on a quelques réminiscences donc de cette présence andalouse donc à Blida. Quand on dit à quelqu'un vas-y, ayanda, andahlia, du verbe andar en espagnol qui veut dire allez, andar. Donc quand les Espagnols disent no tengo gana, ça veut dire ما عنديش القنا. Donc احنا ما زلنا في البلاد ما عنديش القنا. El gusto, on a pas mal donc de vocables et je viens de me rappeler de quelque chose, Farid, c'est que vous êtes professeur d'espagnol aussi. Tout à fait. Ça, je m'en suis rappelé parce que je lui ai fait une interview. Justement cette maîtrise de l'espagnol dans le déchiffrage, vous déchiffrez justement ces textes zajel écrits en langue andalouse de l'époque. Est-ce que ça vous aide Ça me rapproche encore plus de la musique que je pratique. Et ça me fait comprendre l'âme même andalouse du texte. Oui, Zaki. Aïcha, du chrétien, c'est Blida de Farid Khouja en fait. Peut-être bien, je sais pas. Nana Aïcha, oui. Vous êtes en train d'imager l'amour que vous portez pour votre ville natale. Tout à fait. On peut imaginer Aïcha. On peut imaginer Blida comme une Aïcha dont est tombé amoureux le chevalier chrétien, oui. Et le terme maestro prend tout son sens. Écoutez, c'est gentil, merci. Vraiment. Une question de Samar. Vous êtes reconnu pour votre contribution à la musique arabo-andalouse. Moi, j'aimerais connaître, vous avez parlé des maîtres qui vous ont influencé. Oui. Moi, j'aimerais connaître lequel ou bien la plus grande contribution, ce qui vous a poussé justement à en faire une carrière.
Ben, écoutez, j'écoutais il y a quelques années de cela le maître Mohamed Khaznadji dire que جميع اللي علمني كشعف راني مديون له. Toute personne m'ayant appris quelque chose, je lui suis éternellement redevable. Moi, reconnaissant, et je suis redevable à tous mes maîtres qui m'ont appris et qui ont parfait mon éducation musicale. L'influence la plus marquante, sinon. Pardon ? L'influence la plus marquante. L'influence, c'était celle de mon premier maître, qui est Mohamed Toubel. Exactement. Mohamed Toubel. Donc, et le fait d'avoir côtoyé d'autres maîtres n'a fait que parfaire mon éducation musicale et d'enrichir mon répertoire. Donc, j'ai eu le plaisir de côtoyer Monsieur Nourdine Saoudi, Allah yarhamou wa yassa alayh, la yaj'al kalamna khfif alayh wa la yafrahu bilqah. Donc lui, il m'a un peu conforté dans mon idée que en fait la musique telle qu'elle se pratique aujourd'hui, je parle de la musique andalouse, hein, est le produit d'une concertation musicale. C'était telle qu'elle se pratique aujourd'hui, et on ne peut pas se hasarder de dire qu'elle se pratiquait de la même façon au Moyen Âge, bien entendu. C'est très très certainement nourri. On ne modernise pas une musique savante. Si vous voulez la moderniser, allez créer quelque chose. Donc, il y a eu des tentatives de moderniser, mais on s'écarte, on s'éloigne de l'âme même de cette musique. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de revisiter, justement ? Oui, il y a eu des noubas qui avaient été revisités, qui avaient été exécutés par Mokhtari, le grand violoniste. Il y a le Nouba Mzmoum, il y a le Nouba Zidane qui avait été transcrite et jouée façon musique universelle. Et ça a donné des couleurs, mais ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la musique qu'on nous a appris. Il y a eu une tentative de Abdouab Selim Layarmo. Il a fait une demi-nouba ghrib. Mais bon, à l'écouter, moi, ça ne m'a pas inspiré beaucoup. Parce que bon, c'est du bon travail. Universel, c'est du bon travail. Mais son âme est perdue. Donc, voilà, parce que on a toujours... Vous savez, le secret dans cette musique, c'est que il faut pas perdre l'esprit traditionnel, l'esprit ancestral, l'esprit... transmission orale. Nous parlions en aparté tout à l'heure de l'oralité qui a été en même temps une opportunité pour pérenniser, pour la transmission et la pérennité de cette musique. C'est à cause de peut-être l'oralité que nous avons perdu. Peut-être, on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas d'écrit à ce sujet. Nous avons perdu beaucoup de noubas, mais c'est grâce à cette oralité que la musique nous est parvenue peut-être en l'état, entre guillemets, pas vraiment, mais elle s'est nourrie en arrivant en Algérie. Elle s'est nourrie de cet environnement nouveau et elle est devenue le produit de cette concertation musicale. Bon, moi, je reste quand même très sceptique par rapport à cette transcription que l'on veut faire appliquer à cette musique. Voilà, il y a eu des tentatives. Nourdine Saoudi a eu le génie de créer une nouba Dzeria dans le mode sahli qui est étranger en fait à la musique arabo-andalouse dite musique classique algérienne, plutôt musique classique algérienne dite inspirée de musique andalouse. Là, on crée, quand on est dans l'innovation, quand on est dans la création, oui. On ne peut pas la classer dans les... Pardon ? On ne peut pas la classer dans les noubas. On ne peut pas la classer dans la nouba. C'est un excellent travail qui a été fait. Innovate, not imitate. Mais bon, ça reste que c'est subjectif. Ça reste authentique et il nous appartient appartient aux associations parce que ce sont les associations. Je rends hommage à ces associations parce que sans ces associations, nous ne serions pas là, qui sont garantes justement de la transmission et de la préservation. C'est-à-dire que les textes sont immuables. Les textes sont immuables, bien sûr. Même si on perd une note tous les 20 ans, ce n'est pas très grave parce que l'oreille peut les récupérer. Et justement, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est un être vivant, la musique. Tout à fait. La musique andalouse, ça a évolué. La musique andalouse d'aujourd'hui, ce n'est pas la même. Rien à voir. Vous n'avez qu'à écouter les enregistrements de Sinja pour s'en rendre compte. Oui. Donc la musique, depuis le début du XXe siècle, enfin la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, la musique a sensiblement
évolué, a sensiblement embelli, a sensiblement... Pardon. Pardon. Oui. Elle a embelli parce qu'entre parenthèses, on a beaucoup corrigé cette musique. Oui. Et elle on l'a corrigé point de vue diction, d'abord prononciation de la poésie, parce qu'à un certain moment, les personnes n'étaient pas instruites parfaitement en langue arabe. Donc maintenant, les gens sont plus ou moins instruits. Donc, ils prononcent très bien les textes. D'abord, les textes. Ils prononcent juste aussi. Oui, juste, bien sûr. Et puis, d'ailleurs, ensuite, cette musique a été corrigée point de vue instrumentation. C'est-à-dire, d'abord, les morceaux ont été corrigés point de vue mesure. Parce que les mesures, c'est-à-dire la percussion, c'était carrément des deux temps. Hein. Oui. On n'utilisait pas beaucoup de mesures à l'époque. Je parle époque Sfinja, époque Bint Fahi. Je n'ai pas très regardant. Hein, déjà, même l'époque Sadr Bjaoui quand il était jeune, ou la Sid Ahmed Serri quand il était jeune, les points de vue percussion, les mesures n'étaient pas très utilisées. Ce n'est qu'à partir des années 50, c'est ça ? À partir des années 50 et 55, avec Boujma'a Fergan, Allah yarhamou, qui est un excellent professeur de solfège. Également. Et donc, il a contribué énormément à la correction de ces morceaux, c'est-à-dire l'élaboration des mesures. Chaque morceau, il lui a attribué une mesure propre à lui. D'accord. D'abord, il y a ça. Donc ça, c'est l'évolution qu'a suivi. Voilà, justement, c'est en quelque sorte une évolution positive. Positive. Oui, bien sûr. On se rend compte que c'est la perfection. C'est comment on se rend compte qu'il n'y a plus d'évolution à faire. Vous savez, dans un art, entre parenthèses, il n'y a toujours pas de perfection. Donc il se pourrait qu'elle évolue. Bien sûr, bien sûr. Cela n'empêche pas. L'évolution n'est pas interdite. Ce qui est interdit, c'est de transformer, c'est de changer, c'est c'est-à-dire ramener quelque chose d'externe et essayer de l'introduire dans ce patrimoine. Une revisite, c'est-à-dire les revisites, elles sont prohibées. Cette évolution, moi je voulais parler justement des influences. On l'a dit, la musique arabo-andalouse d'Espagne, ce n'est pas la même d'aujourd'hui en Algérie, parce qu'elle a été influencée peut-être par la musique traditionnelle algérienne. Tout à fait. Lorsque la musique... en fait, en l'absence de manuscrits, en l'absence de textes confirmant ou infirmant ce que vous venez de dire, on est... Beaucoup d'historiens, beaucoup de musicologues pensent que, en fait, la musique telle qu'elle se pratique aujourd'hui est le produit justement de ce brassage de la musique classique algérienne venue d'Espagne avec le patrimoine musical existant déjà. Et il faudra, Sofiane, pardon, excuse-moi, et je sais que tu vas, toi et moi, on regarde dans la même direction. Il y a beaucoup de morceaux qui sont intégrés à la Nouba et qui ont été créés, inventés, imaginés et colorés ici en Algérie. Beaucoup dans la fête, d'ailleurs l'anqlabet n'existait pas en Espagne. Elles sont le pur produit de cette concertation musicale. Sont les créations, sont les inventions de Ben Chahed, donc qui était un mystique. Très bien, Farid Khoudia. Permettez-moi, les amis, de souhaiter Zaki. Nous allons y revenir dans quelques instants. Nous avons un autre invité qui est avec nous en direct via Skype. Il s'agit de monsieur Brahim Hadj Qassem. Il est en direct depuis Paris. Il représente l'école Ghernati. Bonsoir, Brahim Hadj Qassem. Bonsoir, Ramadan Karim Moubarak. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va la baisse? Très bien, merci beaucoup. Et vous? Alhamdulillah. Alors, comment est-ce que vous êtes en train de passer le mois béni de Ramadan en France? Vous savez, en France, il n'y a pas de différenciation. C'est-à-dire que réellement, si on commence à travailler à 8 heures, c'est toujours à 8 heures et on termine à 18 heures. C'est pas évident. On a toujours la nostalgie du bled le premier, deuxième jour et après on s'habitue.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On est content de vous avoir parmi nous. Alors, il y a parmi les invités Monsieur Brahim Hadj Qassem, Monsieur Farid Khouja, également Madame Bahja Triki, présidente de l'association As-Soundoussiya, et nous avons parmi nous également Monsieur Sofiane Bouchafa, membre président de la commission pédagogique au niveau de l'association As-Soundoussiya. Et ce soir, vous êtes notre invité pour représenter l'école Gharnati. Alors, quand on parle de l'école Gharnati, ce mot n'existait pas avant. Hein. C'est-à-dire, avant, on parlait de la musique arabo-andalouse et puis voilà. Réellement, il n'y a pas une grande différence parce que même quand on dit Sana'a, c'est-à-dire Cheikh Al-Arabi Ben Sari, qui est l'un des leaders de la musique arabo-andalouse, quand il parlait de l'interprétation de la Nouba, il disait Sana'a. Et après, je ne sais pas, depuis quelques années, on fait la différenciation entre l'école d'Alger Sana'a et l'école de Tlemcen Gharnati. Mais réellement, je pense que Sofiane et Farid seront d'accord avec moi. Tout à fait. J'espère que tu vas bien. Oui, super bien. Donc, rends-nous visite à Blida, Brahim. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien. Alors, Brahim Hadj Qassem, vous êtes en France et comment assurer la transmission de cet héritage vu que vous êtes à l'étranger? Alors, vous savez que la première chose, c'est quand on fait des concerts de chants de musique arabo-andalouse, alors en France ou au niveau international, le programme est défini à l'avance. Pourquoi? Parce qu'on nous demande les textes et on nous demande aussi l'interprétation des textes. C'est tout ce qu'on va chanter, on doit le présenter en arabe et l'interprétation en français. Et parfois, on nous demande aussi en phonétique. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, ce qu'il disait tout à l'heure, mon ami Farid, concernant l'échange entre l'Andalousie et l'Algérie, c'est une réalité parce que quand on parle de... Le morceau le plus connu dans le Qalabat, c'est Ya Qalbi Khli al-Hal Yimshi ala Halu. Ya Qalbi Qlab, et ben le texte de Ya Qalbi Khli al-Hal Yimshi ala Halu, c'est 15e siècle, c'est Hawzi. Et on l'a classé avec le Qalabat et avec la musique classique andalouse. Mais réellement, le poète, il vivait à Tlemcen et il n'était pas en Andalousie. Très bien. Madame Triki, vous avez peut-être quelque chose à dire à Monsieur Hadj Qassem qui est parmi nous? Non, je lui dis bonsoir. Bonsoir, Belisa, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Et vous, ça va? Alhamdulillah. Alors, Monsieur Hadj Qassem, dites-moi, est-ce que vous êtes au sein d'une association à Paris? Non, alors. En plus de votre travail, bien sûr. Vers les années 2005-2006, j'ai créé une association. Donc, je travaille un petit peu à Lille. Il y a une association là-bas à Lille qui s'appelle Maqam, qui donne des cours de musique arabo-andalouse. Alors, quand on parle musique arabo-andalouse, ce n'est pas uniquement Sana'a ou Gharnati ou Maloufa, c'est toute la musique andalouse algérienne. Dans sa globalité. Après, j'ai créé une association à Paris que j'ai nommée Association Nouba. D'accord. Bon, comme je travaille, je suis professeur de mathématiques. J'ai pas eu le temps de continuer avec l'association, donc je me suis un petit peu retiré et je consacre mon temps quand j'ai du temps, c'est généralement pendant les vacances scolaires, à préparer les spectacles ou des thématiques de spectacles. Très bien. Et est-ce que vous avez l'habitude de rencontrer les artistes algériens qui sont installés en France? Est-ce que vous vous organisez entre vous? Beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir un centre culturel algérien à Paris. Oui. C'est une chance pour nous. Et ça nous permet de se rencontrer souvent. Il y a aussi la Grande Mosquée de Paris qui organise pas mal d'activités culturelles concernant le patrimoine culturel varié algérien. Et vous rencontrez qui parmi les artistes? Tout le monde. Il y a Hamidou aussi qui est installé en France. On assiste aussi au spectacle des artistes amis algériens qui viennent d'Algérie aussi. Et il y a toujours beaucoup d'engouement. Il y a toujours beaucoup de présence, beaucoup de public lorsqu'il y a des soirées. Et on doit être solidaire aussi, c'est important. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose au programme pendant ce mois béni? Alors justement, je serai la semaine prochaine à Oran. J'ai eu un spectacle au théâtre régional d'Oran. Très bien. Voilà, j'aurais bien aimé être à Alger parce qu'il y a beaucoup de mots sur Alger, mais bon, malheureusement pas pour cette année, peut-être après le Shalta Ramadan. Et est-ce que vous voulez faire un duo plus tard? Peut-être un duo avec Farid Khouja, non? On a déjà travaillé ensemble, on a fait un tour ensemble dans le cadre de Alger, capitale de la culture arabe, on a travaillé ensemble.
On a travaillé l'année dernière avec Sofiane aussi, Beni Khaldoun. Très bien. سمعنا كاش حاجة. سمعنا Il nous reste 1 minute avec vous. سمعنا كاش حاجة. On reste toujours في المديح. Oui, تفضل. Alors, un texte de Sidi Boumdine, ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء. تفضل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادة والأمراء فصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حظك مهما خلفوك وراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Magnifique, Allah يبارك عليه. On applaudit très très fort. Merci beaucoup, Brahim Hadj Qassem. Oui, oui, alors, ne quittez pas, je crois que Nariman Horsadouni a une question pour vous. Alors, vous disiez tout à l'heure, marhaba bik, vous disiez tout à l'heure que vous devez soumettre les textes avant de vous produire, que ce soit à l'Institut du monde arabe ou dans une salle de spectacle en France. Ce genre de texte où vous évoquez Dieu et où vous évoquez notre religion, l'islam, si vous le traduisez et vous le soumettez pour un spectacle, est-ce que ça passe là-bas ou ça ne passe pas? Ça passe très très bien parce que ce qu'ils appellent le chant sacré. Ah, très bien, donc ça on me a eu rassure. l'occasion de faire un projet il y a 2 ans et il était intitulé Un voyage vers le cœur du soufisme. Oui. Donc on a essayé de reprendre, parce que quand on parle des grandes figures du soufisme, on agit à l'extérieur, ils sont nombreux. Donc on a pris quelques-uns, c'est-à-dire Rabi' al-Adawiya, on a pris Sidi Boumdine, Ibn al-Arabi, on a pris aussi l'Amir Abd al-Qadir, on a pris le Sheikh al-Alawi. Et j'ai eu la chance de travailler avec Dr Saadan Ben Babali, c'est lui qui a fait les traductions des textes. Très bien, merci infiniment Brahim Hadj Qassem, vous étiez avec nous en direct depuis Paris, j'ai pas eu l'occasion de vous le dire mais vous avez une très très belle voix, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir, au Sahar Mdanek et à très bientôt, merci infiniment. Chers téléspectateurs, on reste ensemble, on se retrouve juste après la pub. Bienvenue encore une fois, chers téléspectateurs et téléspectatrices, et c'est la dernière ligne droite de notre émission, de votre talk show Ramadan Prime sur Al24 News. Et parmi les belles choses dont on parle ce soir, eh bien, c'est le Hawfi que l'on va vous faire découvrir. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, le Hawfi, on va regarder ces images tout de suite. Il s'agit d'un chant traditionnel enraciné dans la culture tlemcenienne. Il se caractérise par sa poésie et sa mélodie qui rendent hommage, bien entendu, à la beauté naturelle que nous sommes en train d'apprécier ce soir à travers votre écran, qu'on retrouve dans les cascades de l'Ourit, un lieu emblématique de la région, à la vie de tous les jours, ainsi qu'aux émotions et aux liens sociaux tissés entre les femmes. L'Hawfi, ce chant qui était interprété lors des soirées traditionnelles et des sorties champêtres, offrant ainsi un moment de partage et de joie. On vous laisse apprécier.
Et on vous propose d'écouter maintenant Madame Khadouja Kadous. Alors Khadouja Kadous, elle est chercheuse en histoire. Elle nous parle de ce style de chant tlemcenien au micro de Mohamed Wali Ben Chaban. Alors le Hawfi fait partie de la vie sociale de Tlemcen. Ce sont des poèmes très très anciens, chantés par... Surtout, c'est une poésie féminine. À la base, c'est une poésie féminine qui existait à Tlemcen. Et dans de jeunes filles, des femmes qui se rencontraient, de rencontres de femmes, et particulièrement ici au niveau de l'Oret. Sinon, il est très ancien. Donc, on dit qu'il vient de la poésie lyrique de Bagdad, mais qui va être ici adopté à Tlemcen et qui va être enrichi. وناس تلمسان يحبوا بزاف الحوفي وكانوا سورتو كنسا يجيو هنا للوريط ويجيو باش يغسلوا فرشهم باش يغسلوا الصوف تاع العروسه ويضلوا هنا في الوريط ويعملوا جغليله سورتو جغليله باش لي جون في كانوا يلعبوا فيها من هنا يبداو الحوفي تاعهم يبداو يغنيو سوا سي دو لور في سوسيال دو لور في اموروز ديكرير كيفاش l'élu de leur cœur sans pouvoir bien sûr parler de ça donc ils le parlent de cette manière très riche et très poétique. Et donc c'est comme ça que la poésie تاع الحوفي a toujours existé في تلمسان ويحبوها بزاف في تلمسان. Ce n'est pas un chant, ce n'est pas chanté, ce ne sont que des poésies mais qui restent et qui existent et qui sont écrits aussi. On a pu récupérer quelques textes, heureusement d'ailleurs, qui existent encore. Seulement on dit aussi, il y a des légendes qui disent qu'il y avait un poète ou un berger qui se trouvait ici, qui montait sur les montagnes et qui lui permettait de voir et d'approfondir son regard sur les bassins ici. On dit qu'il y a 7 bassins de l'Oret. Et donc les dames qui venaient ici pour nager, pour prendre des bains, et on dit que c'était surtout des femmes du roi qui venaient ici. Et lui, il les a vues. Et donc, ténacés par leur beauté, il va commencer, il hawouf alayhom. Et donc, il va décrire leur beauté, il décrit Zin Tahom, et le roi va l'apprendre. Et donc, on est du temps des Ianides, mais la poésie féminine et la poésie Ta'al Hawfi est antérieure à la dynastie des Ianides. Et donc, les poèmes existent jusqu'à présent, on les chante. Il y a des chanteurs dans le domaine l'Andalous ou ولا كيسمو الحوزي يبداو بالحوفي en général يبداو بالحوفي ومن بعد يدخلوا dans le chant. Et c'était la chercheuse en histoire, Madame Khadouja Kadous, qui répondait aux questions de Mohamed Wali Ben Chaban. Alors, Farid Khoudia, vous êtes de Blida, et Blida avait également son Hawfi. Oui, en fait, le Hawfi est le lot de toutes les villes citadines. Il est lié à cette notion de Nuzha, en fait. La Nuzha, dans la mémoire collective andalouse, est une promenade extramuros vers un point d'eau. Et le Hawfi ne déroge pas justement à cette règle. Et Blida avait également son point d'eau. Nous avons toujours le Oued Sidi El-Kbir, donc attenant au mausolée du fondateur de la ville de Blida, Sidi Ahmed El-Kbir, donc un sévillon, et Moula Saka, voilà, en effet. Donc, et les lavandières allaient laver le linge dans cette oued tous les étés. Et donc, en lavant le linge, elle accompagnait cette pratique par des chants apparentés au Hawfi. Mais malheureusement, cette tradition s'est perdue, elle a disparu avec la technologie et tout ça. Donc, on ne monte avec la machine à laver, on ne monte plus donc à l'oued Sidi El-Kbir et malheureusement cette tradition a disparu. Voilà. Pour pouvoir aller on continue en avoir. Voilà. Maintenant, c'est vrai que on aurait aimé que tout cela soit enregistré, mais à l'époque il n'y avait pas donc de moyens pour voilà. Donc mais la transmission par l'oralité ne s'est pas faite. Et donc et la transmission de mère en fille ne s'est pas faite, et du coup on perd un pan entier de cette histoire. Voilà. Oui, Zaki. Réflexion faite, on a tendance même à oublier que même la tradition des msama', qui est à peu près la même chose. On appelle le msama' parce qu'à l'époque de Yamna bint al-Mahdi, la femme, ça se faisait pas qu'on regarde la femme chanter en plus, donc on les cachait, on ne faisait que les entendre, du coup c'est le msama'. Mais maintenant, le msama', on les voit plus non plus. On les voit plus. Et puis
puis même le rituel de la Qa'da de Msama a disparu. A disparu. Bon, Yamna El Hadj El Mahdi venait souvent à Blida animer des mariages, mais souvent masculin pluriel, donc pour un auditoire tout à fait composé d'hommes. Et chaque fois, quand elle venait, les Blidéens lui demandaient de chanter le Bitossiah, et à un moment, elle leur dit, bon, écoutez, vous les Blidéens, vous ne connaissez que ce morceau. Bon, on lui doit beaucoup, Yamna Hadj El Mahdi, parce que c'est grâce à elle que le Arabi est entré à Blida par le truchement de l'un de ses musiciens, Ould Sidi Saïd, a nommé Qalb Abdellah, parce qu'il était grand, il était beau, il était joufflu et en même temps il avait les joues très... Oui, plus tard, nous on est vraiment au début du XXe siècle, voilà. Et donc Ould Sidi Saïd, qui est un Algérois de souche, était venu à Blida parce qu'il souffrait d'un asthme. Donc il est venu s'installer donc à Blida et il a eu comme disciple le Hajj al-Mahfouz, donc voilà, donc et qui a perpétué la tradition du Arabi. Voilà. Ça marche. Monsieur Khoudia, quand on parle du Hawfi, c'est un style historiquement interprété que par des femmes. Donc principalement par des femmes, oui. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des hommes qui font le Hawfi? Je ne sais pas si Madame Filibri nous a cité. Oui, maintenant il y a toutes les chansons sont Pourquoi? C'est quoi la sémiologie? Madame Filibri peut répondre à cette question. Par exemple, pour les mariages avant, le trousseau de la femme à Tlemcen, c'était la laine, des matelas en laine, des coussins en laine, tout se faisait. Et la laine, il fallait la laver. Donc, et c'est là qu'elle chantait, elle lavait, et puis elle se lavait elle-même après. C'est ça le début. Et puis elle lâchait leurs cheveux, elle se lâchait parce que tout était tabou. La femme ne sortait pas, elle bougeait pas. Et c'était justement l'occasion de faire la fête. Et on invitait tout le monde pour venir laver, et puis... participer. Voilà. Et puis il faisait... Je sais que, bon, d'après ma grand-mère, il partait avec un khidmout fina. C'est un plat avec le bœuf, le toum, l'oubia, le hom, c'est tout ça. Aujourd'hui, ça a une autre appellation. Je ne sais pas comment on l'appelait, nous, à Tlemcen, on disait tfina, et puis elle passait la nuit au farran. Comment vous dites ici, je ne sais pas, toute la nuit, et puis les gens mangeaient ça, prenaient du pain, des trucs, et c'était vraiment la fête. Quand il y avait quelqu'un qui se mariait, tout le monde était là pour pouvoir aller aider et participer, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet. Et la seule attraction. Mais maintenant, ça ne se fait plus, d'ailleurs, on ne peut plus laver la laine. Avec la machine à laver, même si elle existe. Et en plus, maintenant, il y a autre chose. Il y a les matelas en mousse. C'est tout un truc qui a disparu. Et c'est dommage parce que c'était convivial. Et c'est là où on rencontrait les filles. Et les demandes d'un mariage se faisaient parce que la fille ne sortait pas. Il y avait un côté très, très convivial. Comment? Politique. Non, social. Social la vie sociale. La vie sociale. En plus, à Tlemcen, la femme portait le hayek avec... où il disait Awina, elle était toute petite, c'est à peine si elle pouvait voir. Et elle marchait dans la rue, elle était peut-être élégante. Mais l'homme la suivait, il la suivait juste parce qu'elle lui plaisait, par sa démarche. Pour savoir où est-ce qu'elle habite. Mais il ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Alors le lendemain, il disait à sa mère, elle habite telle maison, essaie d'aller voir, j'ai vu une fille, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme voilée. C'est une loterie. Il aurait pu tomber sur une mocheté comme il tombe sur une femme bien. Non, mais il pourra, non, certainement pas sur une mocheté, mais la femme de sa vie plus tard. On revient à la musique. Alors, je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. C'est qu'en fait, aujourd'hui, nous avons 3 invités. Vous avez écouté la voix de Farid Khoudia et que Sofiane Bouchafa aussi a une très belle voix. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. Sofiane, il fait partie de l'orchestre de Men Al Gharbi. Oui. Alors, vous accompagnez souvent Men Al Gharbi lorsqu'elle est en concert. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait entendre votre voix, Sofiane, s'il vous plaît? Un petit morceau que vous allez nous choisir. Vous allez vraiment découvrir une super belle voix de Sofiane. Tfaddal. Alors, qu'est-ce qu'on va chanter? يا ساعات هنية يا لال على حقيقة على حقيقة يا لا 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 يا لا 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 يا
Merci, merci. Très belle voix. Merci. Merci. Alors tout à l'heure, vous allez nous faire un petit duo ensemble. Moi, j'aimerais écouter Wahed El Ghouziel tout à l'heure, s'il vous plaît, les amis. Tout à l'heure, avant de clôturer l'émission, on écoutera Wahed El Ghouziel avec Farid Khouja et Sofiane, bien sûr. Alors, que pensez-vous de la voix de Sofiane, Zaki? Mielleuse. Mielleuse, bon, Farid dit mielleuse. Zaki? Franchement, j'adore. Ah, merci. Je dirais angélique, une voix angélique, vraiment. Berceuse. Merci. Ça rappelle un peu la voix de Hadj Mahfoud que j'écoutais souvent avec papa. Alors, la chanson Yassa'atin, je ne sais pas si c'est correct, Yassa'atin Haniya. Est-ce qu'on peut parler de cette chanson, de son histoire? Yassa'atin Haniya. Franchement, je ne connais pas l'histoire de cette chanson. Ça, c'est un saraf d'une nouba gharib. D'accord. Il fait partie du patrimoine andalou. Très bien. C'est une pièce de la nouba. Et bon, l'histoire, peut-être que tu as plus d'informations que moi. Il n'y a pas véritablement d'histoire derrière les morceaux que l'on chante. Il est très rare que les morceaux aient une histoire. Bon, il y a des morceaux comme pourquoi tends-tu la main à ta joue alors que d'autres se la coulent douce. Donc, mais à part ces morceaux, on n'en connaît pas vraiment la source originelle. Par contre, il y a Sa'atan Haniya, Sa'a chez les Andalous. Parce que les Andalous sont vraiment... C'était des gens qui profitaient de l'instant. Donc, comme dirait un autre poète, le moment. Donc, Sa'a, c'est le vocable qu'on utilise pour l'instant présent. Réjouis-toi ce soir, car nul ne saura de quoi sera fait demain. Nul ne sait de quoi sera fait demain. Donc, le génie andalou, c'est ça, c'est appeler l'humain à profiter du moment, de l'instant présent. C'est donc c'est le carpe diem, justement, qui est cher au poète andalou et cher à Omar Khayyam. D'ailleurs, il dit lui-même, puisque tu ignores ce que te réserve demain, efforce-toi d'être heureux aujourd'hui. Oui. Et donc, c'est toute cette pensée andalouse qui a été reprise par les poètes andalous. Madame Teleki, l'écriture aujourd'hui de notre musique andalouse est importante pour préserver le patrimoine? Ah oui, parce que je vois les professeurs tout le temps en train de corriger les enfants. C'est mal prononcé et puis des fois on est parti sur autre chose, alors que ça ne veut pas dire la même chose. Donc il est très important, c'est pour, comme disait Sofiane, d'apprendre d'abord le texte et la musique après. Mais le vrai texte, voilà. Mais est-ce que c'est pas difficile de faire comprendre un texte qui est assez profond, qui parle de l'amour, qui parle peut-être d'un conflit familial à des enfants dans l'école? Donc c'est un défi que vous avez rencontré. Ne vous inquiétez pas, ils comprennent tout. Non, mais j'imagine que c'est un défi que vous avez rencontré au sein de l'école. Faire comprendre. C'est les phrases, la phrase est répétée plusieurs fois et elle est expliquée. Donc ils savent ce qu'ils sont en train de... Ça les fait rire d'ailleurs les enfants quand ils voient que c'est du romantisme, que c'est... Mais ils comprennent plus vite. Assez profond, assez voilà. Je sais pas, nous quand on était jeunes, les textes, on chantait comme ça sans comprendre, franchement. Mais maintenant, c'est autre chose. Parce que c'est peut-être à cause d'un phénomène. Excusez-moi, madame. Oui, allez-y. Ah non, allez-y. Non, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, les chanteurs, quand ils chantent, ils comprennent pas. Ils vivent. Non. Il l'exprime. Pendant qu'il chante, on sent qu'il est en train d'exprimer ce qu'il est en train de chanter. Et c'est grâce pas une à nos maîtres, récitation comme ça. Celui qui comprend. Eh bien, si, quand même. Il faudra également penser au public. Vous comprenez, c'est plus comme avant. Le public également est confronté justement à cette problématique, parce que en fait, le public parfois se lasse
facilement parce qu'il ne comprend pas. Et c'est grâce justement à nos maîtres comme Ahmed Serri, par exemple, qui a corrigé le corpus donc andalou, vulgarisé. Mais c'est dû également à un autre phénomène qu'appellent les musicologues le mélisme ou la mélismatique. C'est quoi? C'est de commencer une phrase, un vers, mais le mot est coupé en deux. Et du coup, on commence la première syllabe et puis après l'autre syllabe va être enchaînée après. Donc on a du mal à recoller les morceaux pour en faire un sens. Donc c'est pour cela. Donc maintenant, les nouveaux interprètes de la musique arabo-andalouse donc se penchent sur ce problème qui a fait problème à un moment parce que le public ne comprenait pas ce que l'on chantait, donc il ne pouvait pas adhérer facilement. Et donc du coup maintenant, comme Badja Rahel, comme d'autres interprètes corrigent et essayent d'éviter ce phénomène du mélisme et chanter le mot complet et la phrase musicale complète. Voilà. Et avant la fin, oui, Iman, allez-y, après je vais poser la question. Rebondir ce que vous venez de dire. Donc, si le public s'ennuie, si on ne comprend pas, est-ce qu'on peut dire qu'il sera difficile d'exporter notre musique exporter, c'est bien un gros mot parce que en fait la musique ne s'exporte pas. Non, au-delà des frontières. Au-delà si un public ne comprend pas, il faut une approche pédagogique. Voilà. Déjà une approche pédagogique et également pouvoir traduire les textes dans la langue donc du pays d'accueil pour pouvoir mais même les traductions ne pourraient faire ressortir toutes les nuances de la langue arabe parce que la langue arabe est très très riche et elle ne peut en aucun cas être on dit traduire, c'est trahir. C'est trahir, voilà. Donc exporter, c'est bien, mais encore faut-il conquérir le public algérien. Déjà, hein, c'est un gros problème parce qu'il reste quand même héritier de cette tradition qui veut que la musique classique algérienne est soit une musique soporifique, soit un digestif après l'adhan, etc. Donc elle traîne toujours cette étiquette, malheureusement. Très bien, alors avant la fin de l'émission, nous allons rappeler le titre de votre dernier album, Ivresse Andalouse, au second degré, qui contient combien de titres? Farid, s'il vous plaît, combien de titres? Eh bien, 14 titres et la jaquette a été conçue par notre ami Denis Martinez. Voilà, j'aurais dit parce que c'est la deuxième fois qu'on... Une autre question avant la fin, est-ce que vous avez des dates à partager avec les téléspectateurs pendant ce mois béni? Tout à fait, donc je chante le 12, pour faire vite, le 12 mars à Blida au niveau de la salle des conférences du groupe sportif SIM et le 27 mars donc à la salle Ibn Khaldoun. Voilà. Inch'Allah, on vous souhaite d'excellents concerts. Merci. Peut-être un peu plus, peut-être qu'on va vous appeler pour d'autres dates. Très bien. Merci beaucoup Farid Rouja. Merci également à Madame Bahjatri qui vous êtes la présidente de l'association As-Soundoussia également. Merci à Sofiane Bouchafa, membre président de la commission pédagogique au niveau de l'association. Alors, chose promise, chose due les amis tout de suite. Merci beaucoup Nariman, Zaki, Abdelmalek, Samar et Iman. On se retrouvera Inch'Allah mercredi prochain. On termine avec Wahed El Ghouziel les amis s'il vous plaît. Allez. واحد الغوزيال واحد الغوزيال في جمل وسباني واحد الغوزيال في جمال وجفاني واحد الغوزيال في وصلو يبخل في وصلو يبخل ويرضى بالهجران في وصلو يبخل ويرضى بالهجران في وصلو يبخل ظارف ومزعبل ظارف ومزعبل ماله في الملاح الثاني ظارف ومزعبل ماله في الملاح الثاني ظارف ومزعبل وعلاش يا معذب قلبي وعلاش
في العدوى بيا والناس قوموا نرغبوا الله والشدة في الله حين تراكم عيني والحمد في الله هذه سعانية والحمد لله. الخطوط الجوية الجزائرية تتمنى للشعب الجزائري والأمة الإسلامية رمضاناً كريم.